Nous avions une quinzaine, dans un milieu où la peur règne, où les gens ont très très peur, une quinzaine, une dizaine d'ouvriers agricoles et aussi environ 5 exploitants agricoles, les petits exploitants agricoles, qui pouvaient dire sur telle habitation, on les avait obligés à utiliser du Curlone jusqu'en 2004, ou qui disaient où ils achetaient le produit pour les exploitants agricoles et dans quelles conditions on le leur vendait pendant cette période. Et nous pensions qu'en les entendant, ça faisait tomber totalement toute l'argumentation du procureur sur la question de la prescription, puisqu'on démontrait qu'en 2004, on utilisait encore le Curlone en Martinique. Ils ont décidé que pour que le malade n'ait plus la fièvre, non pas de le soigner, mais de casser le thermomètre. Et donc ils ont refusé d'entendre ces hommes. Mais c'est une marque supplémentaire du mépris et de l'arrogance de cette procédure faite à 7000 km sans tenir en compte de la réalité de ce qui s'est passé dans Martinique. Magui Rasque, vous étiez à cette conférence de presse avec les avocats des parties civiles. Qu'en avez-vous pensé ? Ce que les deux éléments indiqués par Raphaël Constant à l'instant, à savoir le refus des juges d'instruction du pôle judiciaire du tribunal de Paris d'entendre, d'écouter une dizaine ou une quinzaine de témoignages d'ouvriers agricoles, de petits exploitants agricoles, et aussi les éléments relatifs à la prescription, ce sont deux éléments de plus qui participent de même pas de l'incompréhension, mais de la sidération face au traitement de ce dossier, quoi. Comment deux éléments à écouter le bâtonnier Constant, aussi déterminants, aussi clés que des témoignages actant notamment que des substances contenant du chlordécone ont été utilisées sur un certain nombre d'exploitations jusqu'en 2004, voire après. Et on s'en souvient, en 2002, je crois que le bâtonnier fait allusion, en 2002, on se souvient de ces 1,5 tonnes de patates douces chlordéconées qui avaient été arraisonnées au port de Dunkerque, puis incinérées. Et à ce moment-là, il y avait eu un rapport alors j'oublie toujours la dénomination, la DGCCRF, je sais que le nom a changé depuis, en tout cas la direction de la répression des fraudes, qui avait eu aussi donc ça avait été constaté par des autorités notamment étatiques. Comment expliquer que c'est même pas un détail, que ce fait important et qui a été acté par l'autorité étatique via, je crois même, un assistant ou un collaborateur du procureur de l'époque, comment expliquer que malgré tous ces faits, et j'insiste sur le mot fait, non seulement la prescription ne tombe pas, et non seulement les juges d'instruction refusent d'entendre les témoins évoqués par Maître Constant, et non seulement, pour conclure brièvement et provisoirement, non seulement le procureur de la République de Paris, dans son réquisitoire définitif, maintient que la prescription part à partir de la troisième et dernière dérogation officielle ministérielle, qui effectivement est de 1993. C'est une série de pourquoi et de comment à n'en plus finir, quoi. Entre autres sentiments, bien sûr. Bertrand-François Lubin. Oui, je crois que c'est vrai que c'est assez incompréhensible et c'est vrai, il y a deux choses dans cette affaire. Il y a une dimension technique qui interpelle, qui intéresse peut-être le juriste que je suis, et puis c'est vrai, il y a la dimension, je dirais, politique donc de cette affaire, et dimension politique parce que la population, effectivement, sa grande majorité perçoit une certaine injustice. Bon. Est-ce que, sur la dimension technique, c'est la différence qu'il y a entre une infraction instantanée et une infraction continue. Donc, quand c'est instantané, le délai de prescription court à partir de la commission. Quand c'est une infraction continue, c'est une infraction qui s'installe dans le temps. D'accord? Et manifestement, donc au regard de tout ce qu'on sait, manifestement, ce n'est pas une infraction qui a été commise à l'instant T, mais c'est quelque chose donc qui a perduré dans le temps. Donc ce qui a comme conséquence de prendre en compte le moment où l'infraction a vraiment été découverte, l'infraction a été révélée. Donc j'ai du mal à comprendre effectivement la position donc du procureur de la République. Pour dire que, effectivement, que les frais sont prescrits depuis, parce qu'on considère que la date qu'à retenir, c'est celle de 1993. J'avoue que, effectivement, sur ce point, c'est assez incompréhensible, ne serait-ce que sur la question de la technique juridique au-delà des considérations politiques de cette affaire. Robert Saï. Moi, je ne vais pas parler d'incompréhension et je ne vais pas poser de questions. Oui, Il est clair que c'est une volonté
de mépriser, d'insulter un peuple. Et il faut lier ça d'ailleurs avec le non-lieu pour l'avocat, les victimes. Là, on a refusé qu'un expert vienne, un expert convoqué vienne dans un procès. Je rappelle qu'en 1974, le 4e point de revendication des grévistes était interdiction des produits toxiques. Parce qu'à cette période-là, on avait acté, on parle de faits, de dizaines de gens qui tombaient, qui étaient empoisonnés, qui étaient emmenés aux hôpitaux en urgence. C'est des gens qu'on a vus, ça. Et l'État français a tiré des balles. Le procureur n'a pas dit, tiens, il y a un empoisonnement, j'ai la possibilité de faire ça, je vais déclencher une procédure. Non, on a tiré des balles, on a tué des gens. Bon, maintenant, on arrive dans une situation où le scandale a éclaté. Au niveau international, les gens commencent à voir. Le gouvernement écrase tout parce qu'il est raciste et arrogant. Est-ce qu'on aurait eu cette même attitude-là si le scandale avait concerné 10 000 Français? Non. Jamais. Autre que noir. Il y a eu le sang contaminé quand même. Mais vous avez vu le Il y a eu des procédures, il y a eu des reconnaissances, même si on a dit responsable mais pas coupable, ouais. Et il y a eu des indemnisations, comme pour comme l'amiante, etc. On n'aurait pas traité des gens comme ça. On n'aurait pas prononcé un non-lieu en France dans un tel cas de figure. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi une autre dimension à voir, celle du racisme, mais celle de l'arrogance. Le pouvoir colonial, la caste qui contrôle l'économie, pense qu'elle peut empoisonner des gens, que les gens le sachent, qu'il y a des preuves, et puis bon, on y va, on casse tout, on avance. Moi, je ne me pose pas de questions. Je dis que c'est un déni de justice, que c'est un crime contre l'humanité, et que les non-lieux, ça s'éteint. Et qu'il y aura, de toute façon, à un moment, il faudra qu'ils réparent. On a réparé la confiscation des fonds russes de 1917, des siècles après, enfin des décennies après. Les choses sont en train de changer au niveau international. Les Occidentaux ne peuvent plus imposer leurs lois comme ils le pensaient. Il y a des protestations citoyennes un peu partout, et il y a un moment où il faudra qu'ils paient leur crime, parce que c'est un crime. Il n'y a pas prescription, il n'y aura pas prescription. Cela dépend de la mobilisation des gens et du courage qu'ils vont mener dans leur combat. On va parler de la mobilisation après. Moïse Udino. Quand même, moi, ça m'interroge sur plusieurs choses. D'abord, quelle est l'autonomie de la justice par rapport au pouvoir politique? Donc, c'est une hérésie. Deuxièmement, d'un point de vue social, puisque c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le mépris social dont tu parlais tout à l'heure, et ce mépris social crée des situations de tension entre le pouvoir, l'établissement et le peuple. Et donc, nous sommes dans ce qu'on appelle, alors je vais réutiliser un langage, un verbatim messianique, missiologique de la chrétienté, qui est l'exculturation. On a commencé l'exculturation en 1905, c'est-à-dire sortir l'État de l'Église. Et aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, on se rend compte qu'on a absolument besoin de sortir de là. Et donc, ça crée des tensions. Qui plus est, on a le sentiment que parce que nous sommes aux Antilles, parce que c'est des petits peuples dans la tête des gens, d'accord? Du coup, on balaye ça d'un revers de main. Sauf que ça va rebondir et que finalement, c'est pas que les Noirs, pas que les Antillais qui vont prendre, parce que finalement, toute la société va en prendre. Et je me demande quel est le projet de société que ces gens ont exactement, à la fois pour l'ensemble de l'humanité et en particulier pour les Martiniquais. Mec Irasque, vous voulez réagir? Non, juste, je reste dans mon registre de la sidération pour indiquer un autre fait. Comment expliquer, là encore, qu'en août 2020, pas 1970 ou 1980, 2020, et les avocats pour une écologie urbaine, les avocats Boutrin et Constant le rappellent dans une notification qu'ils ont fait au juge d'instruction, comment expliquer qu'en août 2020, une expertise judiciaire a été menée par des experts, notamment médicaux et scientifiques, et cette expertise, selon les avocats martiniquais que j'ai indiqués, établit clairement que tout le monde savait, pour faire court. Alors justement, tout le monde savait. Justement, c'est une pierre de plus au chapitre à l'édifice de la sidération. Justement, je vous propose sur ce propos d'écouter Boutrin. Justement, on l'écoute. Les scientifiques ont été interrogés là-dessus. Est-ce qu'entre 1981 et 1993,
disent la communauté scientifique savait. La réponse des experts est claire. Oui, la communauté scientifique savait. Oui, les autorités étatiques savaient. Oui, les importateurs de pesticides connaissaient la toxicité du chlordécone. Donc vous dites qu'ils ont importé le chlordécone en toute connaissance de cause. Nous disons et nous prouvons que les juges d'instruction ont diligenté une expertise à la fois médicale et scientifique, et les deux expertises concordent vers la même conclusion, à savoir que l'on connaissait la dangerosité du chlordécone au moment où effectivement on l'a importé en Martinique. Alors, votre avis, Bertrand Lugue. Oui, ce sont des réflexions, donc, après avoir entendu mes camarades donc, sur le plateau, sur la question de la responsabilité. Bon, c'est vrai que, bon, dans 94, en date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on reconnaît la responsabilité pénale de tout le monde, mais à l'exclusion de l'État. C'est terrible. D'accord, depuis 94, effectivement, donc tout le monde peut voir sa responsabilité pénale engagée. Donc l'État, on ne peut pas poursuivre l'État. Mais par contre, sur la question de l'indemnisation, effectivement, j'ai eu l'occasion donc de le dire vendredi dernier, je pense que corrélativement à la procédure pénale, il faudrait, donc je sais qu'il y a déjà eu une première décision du tribunal administratif de Paris, mais je suis profondément convaincu, d'autant que Emmanuel Macron, à Morne-Rouge, avait reconnu la responsabilité de l'État. Donc, on pourrait effectivement engager la procédure, engager la responsabilité administrative de l'État pour obtenir réparation, indemnisation donc du préjudice que les Martiniquais subissent donc de cette affaire. Parce que véritablement, on peut voir des fautes de l'État et même si on n'arrive pas à prouver la faute, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe compte tenu des aléas que nous connaissons, c'est la responsabilité sans faute. Et je trouve que dans cette affaire, on nous a fait courir un risque. Et sur ce chef, je pense qu'il y a matière à engager, effectivement, prendre le président au mot, qu'on engage la responsabilité de l'État. Et puis personnellement, si le non-lieu est prononcé, bon, on peut faire appel à la Cour de cassation. Moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais bien que cette affaire arrive jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que je pense que là, effectivement, on foule des pieds un droit fondamental qui est reconnu dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est celle d'avoir un droit à un recours effectif. Le fait qu'on n'ait pas permis l'audition des témoins peut effectivement être invoqué à ce titre. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il y a matière, que c'est difficile, c'est compliqué, mais l'avenir n'est pas dit que l'avenir est déjà de cette affaire est déjà joué. Oui, rien n'est encore joué, il y a encore des recours. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur les propos de Louis Boutrin qui corrobore un peu ce que vous étiez en train de dire. Hein. L'utilisation s'est faite en toute connaissance de cause. Robert Sailly. En toute connaissance de cause, mais l'usine aux États-Unis où il y a eu l'accident qui a conduit à l'arrêt de la production et à l'indemnisation des gens qui avaient été touchés, ça nous donne un support juridique et ça prouve que les gens savaient. Donc ensuite, il y a eu d'autres procédures. Il y a des gens qui disent, on ne savait pas le lien. Il y a 1000 ouvriers du Nicaragua qui ont semé le même produit dans des bananeraies, qui ont fait condamner Monsanto avec des milliards d'indemnisation. Monsanto a tiré ses billes, s'installer en France, et il y a une procédure judiciaire aujourd'hui pour obliger la France à saisir des biens de Monsanto et indemniser les ouvriers. Donc, les gens savaient que c'était un produit interdit, savaient les conséquences sur la santé des gens, et après que des décisions ont été prises de dérogation, on a autorisé l'écoulement des stocks. On interdit, parce qu'on sait que c'est dangereux, on autorise l'utilisation des stocks. Et puis on a des quantités d'importation, d'utilisation après l'interdiction, qui montre qu'il y a complicité de l'État et des grands propriétaires bananiers pour se moquer de la santé des gens, pour tuer leur charançon et vendre leurs bananes. Moïse Dino. Avec tous ces phénomènes-là, vous savez, tous ces problèmes-là, tous ces non-lieux, toutes ces situations qui sont chaque fois balayées d'un revers de main. Ça remet en cause, par exemple, le comportement des gens lors de la crise sanitaire entre 2020 et aujourd'hui. Et puis, vous savez, ça me fait penser à l'histoire d'Haïti et de Napoléon.
une petite nation qui bat une grande nation. Et donc vous rendez compte que on est toujours dans cette problématique-là. Jusqu'à présent, on fait payer ça. Oui. Et ils veulent nous faire. Alors, est-ce qu'on veut faire payer la non-vaccination des gens? Aussi. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et puis voilà. Donc, il y a vraiment un vrai problème. Et encore une fois, comment on veut parler d'unité, comment on veut parler d'harmonisation quand vous avez une partie de la population qui est méprisée par l'État, qui est négligé, on n'en a rien à faire de ce peuple-là. C'est ça qu'on a comme impression. Et donc, le lien qui se fait au niveau social, c'est une désaffection de la politique, c'est un rejet de la France, c'est des revendications identitaires, ce sont des guerres sociales qui vont se poser, et plus loin, quand on va continuer, et qu'on va continuer dans ce sens-là, et si on continue toujours en partant de ça, en partant de l'AFCA, en partant de d'autres choses, en partant du crime contre l'humanité qui n'est pas reconnu, on va créer une situation de crise. Et moi, on peut parler des sargasses aussi, c'est à venir. On n'en parle même pas. Et on oublie, il y a une chose qu'on oublie dont on parle pas beaucoup. Moi, je me souviens, j'ai habité à Cité-Dillon, mais je me souviens des hélicoptères qui passaient et qui semaient des produits soi-disant pour les moustiques. Quel est l'impact sur notre santé? Mais les fongicides aussi. Donc voilà, donc ça va créer une. Je vous dis, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, avec la jeunesse qui est en train de venir, différer l'humain. À un niveau ici, vous permettez, ce que dit Dino est très important. Le sort que la France connaît en Afrique, elle va la connaître ici. Pourquoi? Parce que cette jeunesse éclairée, ces jeunes diplômés, on ne les couillonne pas comme auparavant. On va vers une guerre civile. C'est pas impossible. Les événements de novembre dernier ont montré la capacité tactique et les armes que possédait une certaine frange à la marge. Si ces gens-là trouvent une situation qui permet qu'ils se déchaînent, alors c'est à notre responsabilité de donner des perspectives plus constructives pour empêcher que ça ne devienne. Mais la France, si maman faut Mikaï pour tes nouvelles moins, la France sera chassée à cause de cette arrogance raciste. Mec Irasque. Oui, sur ce point-là, je suis assez d'accord avec Moïse et Robert. Je pense qu'en Martinique, comme ailleurs, il y a une forme de sédimentation des colères et des frustrations d'ordre social et aussi dans la relation politique. Alors, cette sédimentation ne va peut-être pas exploser demain pour la manifestation qui est prévue, on va en parler. On va en parler tout de suite. Mais je pense que voilà, on va pas prendre de risques. Dans les temps à venir, on peut, à la faveur parfois d'un détail qui peut paraître anodin, l'étincelle peut être pas forcément connectée aux réalités dont on parle aujourd'hui, quoi. Mais par exemple, voilà, cette sédimentation est là et c'est un processus qui est en cours. Alors demain samedi, une grande mobilisation à l'initiative de Lionnage pour dépolluer Martinique. C'est un rapport de force qu'il faut créer à ce moment. Je me tourne vers vous, Bertrand-François Lubin. Bon, c'est une question politique. Donc si on parle de politique, c'est un rapport de force. Et le rapport de force passe par la capacité des Martiniquais à se mobiliser autour de cette question pour montrer donc à l'État qu'on ne peut plus. Et je suis d'accord avec cette idée de sédimentation. Et je trouve que on arrive véritablement peut-être au seuil. À un seuil critique. Je pense qu'on y est véritablement, mais il nous appartient effectivement donc d'être debout en quelque sorte, parce que c'est ça dont il s'agit. Notre santé est menacée, et quand votre santé est menacée, il faut être debout pour pouvoir effectivement dire stop. Et peut-être que l'heure est arrivée pour qu'on dise stop, parce que ça commence à faire beaucoup. Où sont passés les politiques? Parce que on les entend très peu quand même, mais on ne voit pas d'unité politique forte pour dire stop, non. Alors il y a eu le président de PCE qui a écrit à Macron pour lui demander de lever la prescription. D'ailleurs, on va y revenir, mais est-ce que c'est possible de lever une prescription comme ça, Bertrand-François Lubin? Alors, ça pose la question de la séparation donc, des pouvoirs. De pouvoir, tout à fait. Même si on peut s'interroger parce que nous sommes dans un cadre, mais je pense qu'il faut être attaché à ce principe, ne serait-ce que pour demain, on ne sait jamais, d'accord? Il faut qu'on reste attaché à ce principe, et ce n'est qu'un propos politique, d'accord? Le président de la République n'a pas le pouvoir de dicter... Donc on fait de la politique sur le chlordécone? Ben oui. Là, on fait de la politique sur le chlordécone? D'accord, ne répondez pas. Je vous sens gêné. Ne répondez pas. En droit, le silence c'est acquiescé. D'accord. Alors,
où sont nos politiques? Alors, on sait très bien que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis de gauche, mais là, on pourrait s'attendre à aller voir une concorde nationale, à voir tout le monde dans la rue samedi, et voir même tout le monde voilà, sous une bannière pour dire non. Non. Moi j'ai envie de dire qu'est-ce qu'ils ont comme casserole qu'ils traînent là, les politiques, et est-ce qu'ils ont peur qu'on mette leur casserole dehors? Ça c'est la question que je me pose, ou en tout cas que je me pose à partir des discussions que j'ai dans la rue avec les gens. Les gens me disent mais c'est mon tas pas qu'à dire rien, c'est parce que Uni est cassé et que si on dit ça il y a qu'à attraper problème. Donc il y a quand même quelque chose. Non mais ça, il y a peut-être certains qui sont concernés. Cette notion réelle ou force d'une idée d'une espèce de complot qui se monte entre la France, les politiques, la complicité des politiques qui ne veulent pas voir parce qu'ils sont pour leur argent, ils sont pour leur portefeuille et leur place. Et ça, il faut nettoyer ça parce que sinon la politique n'aura plus de sens en Martinique. Ça peut exister certainement, mais je crois que c'est plus profond que ça. C'est que la structuration de la vie politique en Martinique, où on se bat pour des postes, et en même temps où on se pose la question des rapports avec la France. Parce que même si on se bagarre pour les postes, la plupart des partis politiques ne veulent pas courir le risque d'une rupture. Ils pensent que c'est pas possible, ou bien ils en ont peur, je ne sais pas. Donc, ils ne peuvent pas s'engager à fond, mais il est certain que malgré tout, tous sont conscients que la marmite bout et que ça va exploser. Donc, ils sont assis entre deux chaises. Pardon. Mike, rapidement, il nous reste 20 secondes. Est-ce qu'on est pour les politiques dans des postures plus que dans de l'engagement? Il y a forcément beaucoup de postures. On a eu un exemple tout à l'heure. Enfin, il y a forcément de la posture. Et c'est regrettable, c'est infiniment regrettable. Bertrand Poy, le mot tragique tout à l'heure, je crois que c'est plus que regrettable. C'est tragique que sur une question comme celle-là, sur des réalités, des faits comme ceux-là, il y a des gens qui meurent, qui sont malades. C'est tragique de faire de la communication politicienne sur des réalités aussi abjectes.